Lorsque tu bois l'eau d'une rivière, n'oublie pas sa source. Joli proverbe vietnamien. Du Vietnam, on se retrouve sous nos latitudes. Nous sommes à l'intérieur de la ferme des Brans, tout près de la Chaux-de-Fonds. Une ferme qui date de 1614 et qui a été sauvée de la ruine, il faut bien le dire, par l'ASPAM, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des montagnes neuchâteloises. Nous voici donc aux portes de l'objectif du jour, la ville de la Chaux-de-Fonds, une ville qui a complètement brûlé en 1794 à la fin du XVIIIe siècle et qui a donc été reconstruite selon un plan d'urbanisme tout à fait original. La Chaux-de-Fonds, une ville à la montagne, suivez le guide avec Mireille Cala. À 1000 mètres et même pas d'eau. Cette ville est une invention. C'est une ville fabriquée de toutes pièces par ses habitants. Sous ces airs sages, cela donne donc quelques surprises. Par exemple, une centrale électrique à gaz. Un abattoir déguisé en château. Ou encore ce bijou de crématoire, l'un des tout premiers, créé en 1908. Tous les arts y sont réunis. Mais vous y chercherez en vain le moindre symbole religieux. Vous avez dit bizarre ? Frédéric Gros-Godenier enseigne aux Beaux-Arts de Genève. Il nous a prêté ses yeux d'enfant de la Chaux-de-Fonds. On est dans un univers qui est quasiment l'au-delà. On est ni à la Chaux-de-Fonds, on a l'impression d'être, je sais pas, il y a quelque chose d'intemporel puis de particulier. C'est étonnant de voir ça comme un projet d'élève. J'ai de la peine à imaginer ça aujourd'hui, d'avoir comme projet de travailler sur un crématoire. Et quand l'art et l'artisanat brillent à la Chaux-de-Fonds, attention, l'invention technique n'est pas loin. Je pense que toutes les sections de l'école ont pu travailler sur le projet. Je vois par exemple l'idée qu'on voit derrière ici, cette pièce cuivrée, c'est le mur qui sépare la chambre de combustion et le crématoire. L'idée d'utiliser la combustion comme un décor pour chauffer un espace intérieur, c'est surprenant. C'est ça aussi la Chaux-de-Fonds. Des rues larges et droites. Un plan idéal conçu pour que chaque maison laisse entrer la lumière du soleil et devienne l'atelier du progrès. Matière première, la matière grise, le temps et le patient labeur. L'horlogerie suisse est née ici. Des inventeurs fous viennent de loin pour y exercer leur passion. L'anglais Stephen Forsey, par exemple. La Chaux-de-Fonds, parce que la tradition horlogère est forte depuis plus que 3 siècles dans la région Chaux-de-Fonds, le Locle. Et c'est un savoir-faire incroyable qui existe toujours aujourd'hui et puis qui nous permet à réaliser nos montres de précision. 45 employés pour faire battre le cœur de 80 montres par an. Chez Grebel Forsey, l'entrée de gamme est à 300 000 francs et le siège dans cet ancien manège. Aux étages, des ateliers d'artistes côtoient des appartements subventionnés. Entre splendeur et pauvreté, les murs de la Chaux-de-Fonds racontent une histoire peu commune. Chargé de la demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, Jean-Daniel Jeanneret connaît ses sources. Les gens de l'époque étaient assez convaincus de vivre dans un endroit extraordinaire, une sorte de Far West helvétique. Et même Karl Marx s'est fendu d'une petite note dans le Capital en disant que la Chaux-de-Fonds pouvait être considérée comme ne formant qu'une seule manufacture horlogère. Donc dans cette idée que c'était une immense ville qui était en fait une immense usine dans laquelle on naît, on vit et on meurt. Et qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ? Presque tout. Cette horlogerie reste encore le cœur de la ville et aujourd'hui encore, c'est des éléments qui sont non seulement du patrimoine, mais qui sont des éléments du patrimoine vivant puisque nombre d'usines sont toujours des usines, d'ateliers sont toujours des ateliers et qu'il y a toujours des horlogers en ville de la Chaux-de-Fonds. Une invention locale encore, le style sapin.
Co-signée par Charles-Édouard Jeanneret, cette villa date de la Belle Époque. Partout ailleurs, c'était plus floral, on était proche de la feuille, de la fleur et de sa couleur. Ici, c'est un peu plus rude, le symbole idéal était le sapin, un style un peu plus dur, un peu plus radical, plus jurassien, Plus chaud de plus fenier, proche de la mentalité aussi des gens de la région. Mais c'est en construisant cette maison pour ses parents que Charles-Édouard Jeanneret devient finalement Le Corbusier. Soudain, un bleu Méditerranée allume le ciel du Jura. On quitte l'architecture régionale vraiment pour une architecture internationale et moderniste. Donc le début de l'architecture moderne commence ici avec la Villa Blanche. Pas mort, Le Corbusier. Tenez, Chiretto par exemple. Avec son complice Frédéric, notre guide, il a fait installer une immense photo prise en Inde. Chandigarh est au café du coin. Il y en a qui ne la situent pas du tout. Il y a même un gars qui est venu une fois qui m'a demandé où était la place du marché, qui m'a demandé où était la place Espacité. Et tout à coup, il regarde cette photo et il me dit « Mais alors, cette photo, ils l'ont prise depuis où ?» La Plume, c'était 49 cafés au temps de sa splendeur. Mais cette maison-ci n'ouvre que les vendredis 13. Elle est hantée par l'un des artistes les plus follement créatifs de sa génération, Alain Margot. Il y avait beaucoup de bistrots, alors au-dessus c'était des sortes de maisons closes. Alors là c'est vrai qu'il y a pas mal de vieux qui nous ont dit cette maison, c'est marrant parce que quand ils en parlent c'est plutôt ah. Donc ça veut dire que... Puis c'était pour ça peut-être qu'il y avait des escaliers doubles aussi. C'était pour pas que les riches croisent les pauvres. Sorti de ces décors improbables, un livre paraîtra bientôt. Photos de femmes, accompagnées de quelques mots. Elles vont toutes essayer de trouver leurs plus mauvais souvenirs, mais je crois qu'elles en ont toutes. Alors, là, c'est Xenia, la Choumicheva qui était venue nous trouver dans notre maison hantée. Elle a quand même eu un peu peur. Voilà, c'est un petit peu le genre de photo, en fait, qui sera toujours prise dans ce lieu. Entre glamour et misère, s'il vous plaît, faites comme lui. Ne choisissez pas. Car vous y perdriez ce que la ville a de plus précieux, son goût. Celui des tripes mijotées dans la cave du télégraphe. Ou celui de l'accent rugueux de là-haut. Au bas des routes, ils nous mettaient des gros pneus, on pouvait aller Goethe, on pouvait aller, tous les gamins, les Goethe, tu faisais des gros talus, tu faisais les bobes. Le café était tenu autrefois par la grand-mère de l'écrivain Blaise Cendrars. C'est là que nous avons rencontré la gagnante du concours du plus bel accent des terroirs, Anne-Marie Chaube. Alors ça m'a fait vachement plaisir, ça c'est vrai, parce que c'est Chaux-de-Fonds qui était reconnu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah ben ça c'était drôlement super, parce que c'est une duo. C'est quelqu'un duo qui a été reconnu. » Parce que c'est vrai, on regarde les journaux, on regarde la télé, on parle jamais de Chaux-de-Fonds. Ça n'existe pas, ou bien on en parle pour dire il a neigé, un tas de cochon, c'est tout. Parce que la vérité vraie, c'est qu'ici, jamais le ciel n'a empêché personne de dire avec Riss et Barrier la solide prière du cru. Mon Dieu, fais que demain soit comme aujourd'hui. Si c'est ça la misère, que ça continue. Santé! Un merci tout particulier à Mireille Calam, à qui l'on souhaite une retraite à son image, douce et ensoleillée. Fin de cette émission, on se retrouve l'année prochaine, le 7 janvier prochain. On ira faire un voyage dans un des plus beaux pays du monde, l'Islande, et puis la ville du mois, ce sera la ville de Zurich. Toute l'équipe de Passe-moi les jumelles vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.